Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Patrick Allaire qui vient nous parler des électrochocs. C'est quelqu'un qui suit des traitements d'électrochocs. On en parle. Il y a des pour, il y a des contre. On entendra la version de Patrick dans quelques instants. On a à l'Espresso, le bloc que Pierre nous amène, Alzheimer, enfin une percée majeure. À l'Espresso allongé plus tard à l'émission, 8 signes que vous souffrez de dépression. Et en début de deuxième demi, on aura Mario Patry, un spécialiste de la musique et des films de Sergio Leone, qui va venir nous parler justement des articles qu'il a écrits sur la musique. Il était une fois dans l'Ouest, tout ça à Folie douce. On commence d'abord en chanson avec Au loto de l'univers de Ivy. Bienvenue chez nous. Ce matin, je me lève du plomb dans l'aile. Je me lève comme un con avec le soleil. La sonnerie du iPod, Money de Pink Floyd, ça me pousse de l'avant, c'est un détail et pourtant, la musique de la thune, la routine, la ristourne, ça met de l'ironie là où il y en a nenni. Je me dis qu'au moins j'agis, j'ajoute un peu de magie au loto de l'univers, je gagne mes billets verts. Fils d'immigrants, toujours en mouvement, je me découvre un talent pour ta langue et va savoir par quelle porte j'y apporte mes mots de passage et que le diable m'emporte s'il passe dans l'usage. Tout à mon étonnement, je suis tombé dans le verlan, l'auto de l'univers, il y avait pas que moi à l'envers. Ce matin, je m'étais levé du plomb dans l'aile, mais il a fondu d'un coup avec le soleil. Avant tout, jamais vous ne m'entendrez m'avouer vaincu. Deuxième ou troisième génération, quelle importance. L'art de la ségrégation, c'est de garder ses distances, attirer l'attention sur sa différence. Je suis franc-comtois de naissance, mais je vis en nouvelle transe. Qu'importe si je dois faire attention à ma prononciation. L'intensité se sent, le français c'est dans le sang. Mêlé, pas dans sa pureté, qu'on savoure sa saveur, qu'on apprécie à sa juste valeur. Avant tout, jamais vous ne m'entendrez m'avouer vaincu. Avant tout, jamais vous ne m'entendrez, avant tout, jamais vous ne m'entendrez m'avouer vaincu. Avant tout, jamais vous ne m'entendrez. Au loto de l'univers, quand notre tour arrive, ne misons pas sur l'impair. Faut tirer l'oreille à Dame Fortune, pour que la chance tourne, il faut qu'on l'importune. Aime ton pays, tes amis, tant que tu veux. L'important dans le jeu, c'est pas de se prendre au sérieux, mais de tomber pile, quand l'instant l'exige. Natif ou d'exil, moi je tire la bonne pige. Et avant tout, jamais vous ne m'entendrez m'avouer vaincu. Avant tout, jamais vous ne m'entendrez. Vous écoutez présentement l'émission Folie douce, le rendez-vous hebdomadaire radiophonique traitant de santé mentale. J'accueille mon invité qui est Patrick Allaire. Alors bonjour Patrick. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Merci bien. Ben oui, on va parler aujourd'hui, tu vas nous faire un témoignage bien personnel en fait sur ce qu'on appelle les électrochocs. Parce que c'est un sujet qui est tabou. Déjà, la santé mentale, c'est tabou. Les électrochocs, ça l'est aussi beaucoup. Il y a des gens qui sont contre, des gens qui sont pour. Puis, dans le fond, c'est intéressant d'avoir la version d'une personne qui connaît ça pour lui-même, en fait, parce que t'as subi, pas subi, en fait, t'as reçu, en fait, des électrochocs. On dit souvent, on voit souvent ça comme négatif. Puis j'aimerais ça qu'on ait ta version des faits, puis voir un peu... qu'est-ce qu'il y en est, justement? Qu'est-ce que c'est, les électrochocs? Donc, d'abord, juste avant de commencer, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu... évidemment, tu as eu un jour un diagnostic en santé mentale. Quel était-il à l'époque? Oui. Ça remonte, je dois dire, en fait, toute ma problématique en santé mentale a débuté. J'avais 17 ans. Oui. Où j'ai fait un épisode dépressif. Pendant une période où tout allait bien. J'étais en congé scolaire. Oui. Tout allait bien. Et
moi, de ce que je me rappelle, c'est que le médecin n'était pas certain du diagnostic. Il croyait à une dépression majeure et il croyait aussi peut-être à une mononucléose infectieuse. OK. Mais... chez les jeunes ados. Chez les jeunes ados, c'est très fréquent. Là. Alors, chez les ados. Donc, je n'ai reçu aucun traitement. Ouais. Puis, j'ai eu une rechute un peu plus tard. Là, je me retrouvais... j'étais à l'université de Sherbrooke. J'avais débuté des études en médecine. J'étais en deuxième année. Encore là, pendant mes vacances, j'ai eu un autre épisode dépressif. Là, j'avais débuté une médication. Et puis, la médication n'a pas fait effet immédiatement. Là. Ça a pris du temps. Là. On pourrait peut-être même dire 2 ou 3 mois. On a même essayé autre chose. Donc, à cette époque-là, ils étaient certains que c'était un problème de dépression à ce moment-là. Oui, à cette époque-là, le deuxième épisode, là, on avait posé le diagnostic de dépression majeure. Ouais. Et finalement, ça s'est réglé. Et moi, j'avais mis un peu la responsabilité à mes études. Donc, beaucoup de stress. Je m'étais dit, bon, peut-être que je devrais faire autre chose. Alors, là, avant de prendre ma décision, sur un coup de tête, j'étais parti en voyage pendant 6 mois. Ouais. J'avais plein d'énergie. Là. Pour moi, c'était peut-être pas reposant. Pour certaines personnes qui voyageaient avec moi, mais quand je suis revenu, j'ai décidé de laisser tomber la médecine puis faire des études en administration. Ouais. Donc, j'ai fait un baccalauréat, j'ai fait une maîtrise. Et puis, mon humeur, pendant cette période-là, oscillait un peu. J'avais des périodes, je dirais, down. Ouais. Communément parlant. Là, des périodes où j'avais un peu plus d'énergie. Mais je prenais pas de médication. Je n'avais pas été consulté. Je croyais que c'était juste peut-être une phase où tout allait pas trop bien. Ouais. Puis, à un certain moment, le goût de la médecine m'est revenu pendant ma maîtrise. Puis, j'ai décidé de revenir en médecine. Donc, j'ai fait des démarches, puis ils m'ont accepté. Puis, là encore, j'avais encore des hauts, des bas, mais pas... C'était gérable. Là. C'était tout à fait gérable. Ouais. J'étais capable de fonctionner, capable d'étudier, capable de travailler également. Puis, disons que je n'osais pas trop aller voir le médecin. L'orgueil, la honte un peu, la maladie mentale, même si j'en connaissais quand même un petit peu. Donc... Puis je me suis retrouvé en 3e année où là, j'ai refait vraiment un épisode dépressif. Là, j'étais vraiment à terre. Je ressemblais un peu à un zombie. Ah ouais. Puis j'avais essayé de la médication. Ça ne fonctionnait pas du tout. Là, c'était vraiment un calvaire. Là, ou certains diraient l'enfer. Là. Ouais. C'était vraiment désagréable au point où... étant donné que j'avais facilement accès à de la médication, là, parce que j'étais en stage à l'urgence à cette période-là. Okay. Donc, j'avais ramené chez moi quelques fioles, puis j'ai fait une tentative de suicide. Okay. Puis, je me suis retrouvé aux soins intensifs. Moi, j'étais certain que je n'allais pas me réveiller, mais finalement, je me suis réveillé. Puis, c'est à ce moment-là que le médecin a vu que, bon, je souffrais énormément. Puis même quand je suis réveillé, bon, là, il y avait des regards accusateurs des parents, des amis, de la famille. Pourquoi t'as fait ce geste-là? C'est surtout pas... Faut surtout pas dire ça aux gens qui... mais c'est un... Parce qu'on veut pas souffrir. Hein, on veut pas souffrir, mais c'est pas... En fait, c'est un réflexe, une réponse souvent automatique qui vient des autres, mais finalement, le médecin m'a suggéré des électrochocs. Donc, à ce moment-là, le diagnostic, c'était quoi? Le diagnostic était encore un épisode de dépression majeure. Mais
mes symptômes étaient un peu différents que les symptômes qu'on voit généralement. Mm-hmm. Ça ressemblait beaucoup à des symptômes de dépression qu'on observe chez des gens qui ont une maladie affective bipolaire. OK. Puis la maladie affective bipolaire, il y a deux types. Il y a un type qui est quand même assez facile à diagnostiquer. Puis il y a un autre type qui est beaucoup plus difficile. Donc, c'est très subtil. Donc, et puis, souvent, les diagnostics se font dans la trentaine, Ouais. même 35. Même il y en a qui vont recevoir un diagnostic à 40 ans. Ouais. Alors que ceux qui ont le type le plus flamboyant, c'est en fait le type 1. Là, les gens vont présenter des épisodes maniaques. Mm-hmm. Donc, ils vont être sur un high, là, sur un nuage. Là, puis ils ne sont pas arrêtables, ils ont de l'énergie, ça n'a pas de bon sens. Ils sont très irritables. Il y en a même qui vont avoir des psychoses, ils vont avoir des délires, de la paranoïa qui peut se présenter. Mais moi, je n'avais pas ça. Ouais. Et pour en revenir justement, Patrick, aux électrochocs, donc finalement, tu as accepté d'en faire, d'en recevoir, en fait? Oui. Ben, moi, en fait, j'avais rien à perdre. Je souffrais tellement que moi, mon seul désir, c'était d'arrêter la souffrance. Ouais. Puis, même si je connaissais les effets secondaires, il y en a qui exagèrent beaucoup sur les effets secondaires des ECT. Les médicaments ont beaucoup d'effets secondaires aussi. Ouais. Et, mais pour dédramatiser, en tout cas pour informer la population, comment ça se passe? Est-ce qu'on, tu sais, électrochoc, ça dit tout de suite, on nous donne des chocs électriques, mais est-ce que c'est ça? Comment ça se passe là, concrètement pour informer les gens? En fait, concrètement, le médecin va suggérer tout d'abord cette modalité thérapeutique-là à son patient. Puis il va lui expliquer comment ça se passe. Puis avant même de recevoir le traitement, il va avoir un examen physique même. Okay. Donc, on évalue tous les problèmes de santé que la personne peut déjà avoir. Mm-hmm. Et parce que certaines contre-indications qui pourraient être dangereuses. Qui pourraient être... qui sont bien entendu à éviter. Là, je donne l'exemple de quelqu'un qui a un anévrisme au cerveau, quelqu'un qui a déjà une tumeur, une masse au cerveau. Ça, c'est contre-indiqué. Ça fait pas un heureux mélange avec les ECT. Là. Par contre, comme je pourrais même vous dire, une femme enceinte, c'est préférable qu'elle reçoive des traitements d'électroconvulsivothérapie, des électrochocs, que de la médication. Ah oui? Okay. C'est moins dommageable. C'est beaucoup moins dommageable pour elle et aussi pour son futur enfant. Mais comment ça se passe? Est-ce que le patient ou la personne est étendue? Comment ça se passe? On essaie d'imaginer comment ça peut... Est-ce que c'est des électrodes qu'on nous branche? On a toutes sortes d'images. Oui. En fait, moi, j'en reçois encore parce que la médication ne fonctionne pas du tout avec moi. Donc, je reçois pour maintenir une certaine stabilité à toutes les 2 semaines, parfois aux semaines, des fois aux 3 semaines, des ECT d'entretien. Et puis, quand j'arrive, moi, je les reçois à Québec. J'arrive à la salle de traitement. Habituellement, dans les hôpitaux, ça ressemble un peu à un vieux bloc opératoire. Donc, une infirmière qui nous accueille. La première chose que je fais, on dit bonjour, on discute un peu. Je vais me changer. Je mets une jaquette. Donc, la jaquette est commune dans tous les hôpitaux. Pour les soins. On garde nos sous-vêtements. Puis après ça... si vous êtes couché plus? Je m'en vais sur une civière qui m'est attribuée. Puis on va m'installer un soluté. Okay. Donc, on installe une intraveineuse. Ça va être pour l'anesthésiste. Puis
Et puis là, j'attends que le médecin arrive et l'anesthésiste aussi pour rentrer dans la salle de traitement. Lorsque je rentre dans la salle de traitement, là, je suis étendu sur le dos. Donc, puis, il y a une inhalothérapeute qui est là. C'est en fait tout l'équipement qu'on va retrouver dans cette salle de traitement-là. C'est à peu près la même chose qu'on retrouve dans les blocs opératoires, là, comme à l'hôpital ici à Maisonneuve, pour des chirurgies de courte durée. Là. Qui peuvent durer peut-être 5 ou 10 minutes. Là. Okay. Donc, ils sont très équipés. Là. Ça n'a rien à voir avec... vol au-dessus de nez de coucou. C'est une salle là, qui est tout à fait blanche. Là. Puis, il y a 15 personnes qui t'entourent. Non. Il y a principalement, il y a les techniciens, l'inhalothérapeute, le technicien qui s'occupe de l'appareil, 2 médecins, là, c'est-à-dire l'anesthésiste, puis le psychiatre. Donc, mais là, on procède à l'anesthésie générale. OK, donc c'est l'anesthésie générale, donc on n'est pas conscient. Là, on n'est pas conscient du tout. Donc, on nous endort. Puis, on met aussi quelques petites suces là, un peu partout sur nous pour monitorer le monitoring du cœur, pour la pression également. Puis, on fait pas toujours, là, mais des fois, on fait des petites marques là, sur le front. Là. C'est des points de repère pour apposer les électrodes. OK. C'est 2 électrodes qu'on va apposer à ce moment-là? Oui, ça va dépendre de la technique. OK. Puis, habituellement, là, lorsqu'on appose les électrodes, on n'est pas conscient de ça. Là. Puis... donc, après, une fois que les électrodes sont apposées, donc on sait que le patient est complètement endormi. Là, il y a un courant électrique qui est envoyé. Puis le courant électrique va durer à peu près 4, 5, 6, 7 secondes. Pas plus que ça. Puis, une fois que le courant électrique est passé, là, on va pouvoir observer la convulsion chez le patient. Donc, habituellement, la convulsion va être observée soit au niveau de la main, parce qu'on n'a pas de relaxant musculaire qui affecte la main, ou encore le pied. Là. Donc, ça va donner des... Ça va être variable, mais on va pouvoir observer la convulsion. Puis, c'est à peu près tout. Là. Après ça, on se réveille dans une petite salle de réveil avec des infirmières qui vont s'occuper de nous. Pendant environ 2 heures. Là. Il reste quelques secondes, Patrick, c'est fort intéressant, mais c'est un sujet qui est tabou, mais est-ce que dans ton cas, tu trouves qu'en quelques secondes, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose quand même qui t'aide? Est-ce que toi, du côté des électrochocs, est-ce que tu crois que ça donne une meilleure qualité de vie dans ton cas? Moi, en fait, une chance que les électrochocs étaient là, parce que sinon... la médication ne faisait pas effet sur toi? Ça n'a aucun effet, là. En fait, ça m'aide un petit peu, mais c'est totalement insuffisant. Là. Puis, je me rappelle le premier traitement que j'ai reçu. J'en ai reçu juste un. En fait, le premier sur 4. Là, puis, j'étais sur le piton. Là. Ça t'a vraiment aidé? Ça m'a vraiment boosté, là. Puis, j'avais le sourire aux lèvres. Puis, par contre, j'avais un peu de trouble de mémoire, j'étais légèrement confus. Mais par rapport à la souffrance que j'avais, là, ça avait complètement disparu. Bien, Patrick, merci de ton témoignage. C'est la première fois que quelqu'un vient nous en parler, alors merci d'avoir partagé ça avec nous. J'espère que ça va informer les auditeurs. En tout cas, c'est une facette qu'on n'a jamais montrée, on n'a jamais fait entendre aux gens à l'émission. Merci beaucoup, puis bonne continuité. Espérons que la santé aille de mieux en mieux pour toi. Je vous remercie bien. Là. Merci. Puis, si vous me permettez juste de rajouter, là, dans environ peut-être 2 en fait, prochainement, il va y avoir une vidéo qui va pouvoir être accessible sur YouTube. Donc, on me voit recevoir un traitement à Québec. Donc, puis je donne des explications également. Les gens peuvent chercher Patrick Allaire à ce moment-là sur le YouTube ou s'il y a un autre nom à chercher? Ou encore, il y a un blog que j'ai débuté pour
pour un peu démystifier. Donc, j'explique, je raconte un peu mon histoire, puis je décris comment fonctionnent les ECT. Ouais. L'adresse, c'est le www.l'électronlibre.ca, tout d'un mot, l'électronlibre.ca. C'est bien ça. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir été des nôtres. Ouais, ça fait plaisir. Merci, bonne continuité. Merci. Au revoir. Riding my bike right around the neighborhood, letting my feet do what I know they should. I'm crossing the lines of your magnetic borders. If you don't mind, I think I'll stay in your body, in your body, defying gravity, in your body. Take my mojo out for dancing, running around naked on the roof. My space is the morning, where I can be safe from all misunderstanding. Oh, if you don't mind, I think I'll lay. And if you don't mind, I think I should stay in your body, deep in your body, beneath your heartbeat. I'm taking my day off under your skin, 'cause ain't no better place for hiding. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Nous voici rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui, Pierre, le sujet Alzheimer, enfin une percée majeure. Oui, j'aime tenir nos auditeurs au courant toujours des plus récentes découvertes. C'est un sujet important aussi. Oui, un sujet à ne pas oublier. De plus en plus, à cause du vieillissement. Oui. Alors, c'est une nouvelle que j'ai prise sur le site Internet RT Flash. RT pour Recherche et Technologie. C'est un site qui a été créé en 1998 et dédié à diffuser des informations scientifiques et technologiques. Alors, on nous dit dans cet article récent qu'une équipe de chercheurs américains a découvert qu'un médicament contre le cancer restaurait rapidement les fonctions cérébrales normales de souris de laboratoire atteintes de l'équivalent d'Alzheimer. Toujours les souris de laboratoire qui en arrachent, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, cette avancée majeure pourrait permettre de disposer enfin d'un traitement efficace pour cette maladie qui reste incurable jusqu'à aujourd'hui. Et non seulement cet anticancéreux, le bexarotène, a fait disparaître chez ces souris jusqu'à 75% des plaques de bêta-amyloïdes. Ça, c'est une forme de protéine dont l'accumulation est une des principales caractéristiques pathologiques de l'Alzheimer. Mais le bexarotène, donc, a aussi inversé les symptômes de cette maladie, comme, par exemple, la perte de la mémoire.
Tout juste 72 heures après avoir commencé le traitement avec le bexarotène, les souris de laboratoire, qui avaient été génétiquement modifiées pour développer l'équivalent de la maladie d'Alzheimer, ont commencé à montrer des comportements normaux, expliquent les chercheurs à l'origine de cette étude. Ces animaux ont ainsi retrouvé leur mémoire et leur sens de l'odorat, explique le docteur Daniel Wesson, qui est professeur adjoint de neurosciences à la faculté de médecine Case Western à Cleveland, en Ohio. Il note que la perte de l'odorat chez les souris est souvent le premier signe de la maladie d'Alzheimer chez les humains. En fait, chez le rongeur, la molécule a fait disparaître jusqu'à 75% des plaques de bêta-amyloïdes. Il semblerait que le bexarotène reprogramme les cellules immunitaires dans le cerveau pour qu'elles puissent de nouveau nettoyer les dépôts d'amyloïdes. L'équipe américaine veut maintenant s'assurer qu'il s'agit de la même manière chez les humains. Si c'est le cas, elle entend transformer cette découverte de recherche fondamentale en traitement. Des essais cliniques préliminaires pourraient commencer d'ici l'année prochaine. Cette avancée est sans précédent, juge Paige Kramer, qui est un chercheur de la faculté de médecine Case Western qui a contribué à cette recherche. Il nous dit, jusqu'alors, le meilleur traitement existant chez des souris de laboratoire prenait plusieurs mois pour éliminer les plaques amyloïdes. Il nous dit que ce médicament est efficace chez les souris et notre prochain objectif est de s'assurer qu'il s'agit de la même manière chez les humains, ajoute le docteur Gary Landreth, qui est professeur de neurosciences dans cette même faculté et auteur de l'étude. Il nous dit « Nous sommes encore au tout premier stade de nos efforts pour transformer cette découverte de recherche fondamentale en un traitement. » Selon le Dr Wesson, l'équipe de recherche espère obtenir les premiers résultats d'un essai clinique préliminaire d'ici l'année prochaine. Récemment, la publication de 2 études indépendantes, l'une de l'Université Columbia et l'autre de l'Université Harvard, avait permis de répondre à une question qu'on se posait depuis 2 décennies. Comment la maladie d'Alzheimer se propage-t-elle dans le cerveau? 2 hypothèses existaient, c'est-à-dire de neurone en neurone ou par bloc, c'est-à-dire passant de certaines parties du cerveau à d'autres. Eh bien, la réponse, la maladie se propage de neurone en neurone, on le sait maintenant. Ces travaux étaient les premiers à démontrer que la maladie se répand comme une infection à l'image d'un virus. C'est souvent, ça a l'air quand même très, très léger comme découverte, mais c'est très important de savoir comment la maladie C'est un peu ironique pour des chercheurs. Tu gagnes le prix Nobel tu commences une recherche dans un domaine, puis tu gagnes le Nobel pour la recherche qui guérit une autre maladie. Oui, mais ça arrive comme ça oui, aussi ça peut dans le monde des sciences. Hein. On fait des recherches dans un domaine, on trouve quelque chose de parallèle, de connexe. Oui. Bien, merci beaucoup pour ce beau sujet. Donc, l'Alzheimer, enfin une percée majeure, tout ça à Folie douce. Demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, nous recevons Mario Patry, spécialiste de l'œuvre de Sergio Leone. Il sera question de musique et la musique du film Il était une fois dans l'Ouest. On va voir tout ça dans quelques instants. On a à l'Espresso allongé 8 signes qui pourraient vous indiquer que vous souffrez de dépression. Vous entendrez de plus en chanson Répare-moi de Denis Bédard et Là tu voles d'Ariane Brunet. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. C'est avec plaisir que je reçois Mario Patry. Bonjour Mario. Bonjour. Bienvenue encore une fois à l'émission Folie douce. Tu es venu à plusieurs reprises à notre émission comme collaborateur, 5 fois. Donc, il faut le rappeler aux gens, tu es un spécialiste, un des seuls, en tout cas, je dirais au Canada ou sinon même dans le monde, là, qui s'intéresse particulièrement à Sergio Leone, qui s'intéresse au cinéma en général, mais à certains auteurs, à certains réalisateurs plutôt. Mais Sergio Leone, l'œuvre de Sergio Leone... l'inventeur d'un style, finalement. Peux-tu nous rappeler un petit peu, on va parler aujourd'hui de la musique, principalement du film Il était une fois dans l'Ouest, qui est un film marquant. Moi, ça m'a marqué beaucoup, ce film-là. On aura le temps d'en parler. Mais peux-tu nous rappeler un petit peu ton parcours? Comment ça t'est venu d'où, cet intérêt-là pour Sergio Leone et son œuvre? Bien, en fait, c'est que j'avais, le jour de mon anniversaire à 13 ans, le 16 mars 1975, alors j'ai vu Le Bon, la Brute et le Truand à Télémétropole. Ouais. C'était à 8 heures le soir et j'étais seul chez moi. C'était un dimanche soir et j'ai regardé ce film-là. J'ai eu une révélation un peu comme Jeanne d'Arc qui a entendu des voix. Alors, c'est sûr que c'était comme... j'ai découvert une symphonie audiovisuelle extrêmement fascinante et assez envoûtante. J'étais renversé. J'ai été peut-être pendant 3 jours, je pense que je n'ai pas parlé. Alors après ça, j'ai vu Il était une fois dans l'Ouest au mois d'octobre à Radio-Canada dans le cadre des grands films. Donc ça a commencé très doucement au fond parce qu'au départ, il y avait très peu de livres sur le sujet. Ouais. Que ce soit même en italien ou en anglais ou en français. On commençait à publier en 75, en 76 des livres sur Leone, mais au début, c'était quand même un peu léger. Il y avait le livre d'Oreste des Forneries, mais je l'ai découvert seulement en 1988. Alors, ces films ont été faits dans les années 60. Je pense que la majorité des films, quand on parle d'Il était une fois dans l'Ouest, dans les années 60. Oui, c'est ça. Il a commencé avec son premier western italien, date de 1964, le 12 septembre, et pour une poignée de dollars. Ouais. Il a tourné, c'était son 4e western, donc on est rendu au 21 décembre 1968 à Rome. Et le film va sortir, je pense, le 26 août 1969 à Paris. Ouais. Et il va sortir à peu près aux mêmes dates à New York, dans 24 salles dans la grande ville de New York. Alors, ça a été un phénomène, mais il faut préciser qu'aux États-Unis, le film a été un bid total. Le film n'a pas eu de succès. Il a fait $1 million à l'époque, ce qui est pas beaucoup pour un film de Leone, mais il faut comprendre que le film a été coupé d'environ une vingtaine de minutes. Alors, le film qui a été présenté au public, on l'a raccourci pour gagner une séance de projection par jour, mais en sabrant 20 minutes, ils ont coupé l'essence même du film. Est-ce que Montréal, finalement, pour Leone, c'est un peu comme Montréal pour Supertramp, puis Montréal pour ben des groupes, où à Montréal, c'est pas pareil comme ailleurs? Je pense que les gens ont apprécié les films de Leone toujours ici, hein? Oui, ben, au Québec, en fait. On est des Latins, on est des Français en Amérique du Nord, et puis c'est sûr qu'ici, on a eu la chance d'avoir la version française parisienne, puis il y a eu aussi Roland Smith qui a joué un rôle très important au Québec avec le cinéma Outremont à Montréal, le cinéma Cartier à Québec, où lui, il a présenté Il était une fois dans l'Ouest en rafale. Le film a fait les beaux jours de l'Outremont, ça fait partie de la légende de la ville. En fait, un historien du cinéma comme Yves Levert, par exemple, qui a écrit une histoire sur l'histoire générale du cinéma québécois, parle autant de Léone que de Claude Jutras ou de Denis Arcand ou d'un autre cinéaste québécois, comme si Léone était un cinéaste typiquement québécois. Alors oui, ça a eu un impact assez spécial. Et Mario, si tu le veux bien, t'as emmené un disque assez rare, qui est un disque de collection, je dirais, un CD. Oui. On va au courant de l'entretien, parce qu'on va parler de la musique principalement, d'Il était une fois dans l'Ouest. Il y a quelque chose de particulier, puis même au niveau santé mentale, en tout cas, on va pouvoir en parler ensemble, mais il y a quelque chose qui est marquant là-dessus. Et tu vas nous faire écouter un premier extrait pour mettre les gens un peu dans l'ambiance. Quel est-il, cet extrait-là, qu'on peut entendre? OK. Le premier extrait s'intitule Cheyenne. C'est la plage 12. Ça dure 1 minute 16. Donc, cette plage-là intervient à la fin de la première partie du film qui intervient environ après 84-85 minutes du film. Parce que Leone, dans Il était une fois dans l'Ouest, avait une partie d'exposition très longue. Il était très influencé par Federico Fellini, qui avait comme modus vivendi de dire qu'il n'y a de payant au spectacle que l'entrée. Alors, Il était une fois dans l'Ouest, contrairement au film de John Ford, par exemple, les westerns de John Ford. Dans le film de Leone, il y a une très longue première partie. Et cette plage-là intervient lorsque, à un moment donné, Jill a été sauvée par l'homme à l'harmonica. Hein. Au début du film, il va repousser il va être intégré, autrement dit, dans un gunfight avec 3 hommes que Frank a envoyés. Puis à la fin de la première partie, il va
éliminer 2 hommes de Frank, puis Cheyenne il joue un rôle de sanction dans le film. Il joue non seulement de l'harmonica, mais il joue aussi de la gâchette. Alors, dans le film, cette partie-là, elle est sifflée par Alessandro Alessandroni, mais ce qui est intéressant, c'est que cette plage-là, elle est sur un rythme de ragtime, dans le style du ragtime du début du 20e siècle, dans le style... donc, c'est une référence, c'est un clin d'œil humoristique au western des années 30, au fond, au western américain des années 30. On va écouter ça ensemble, puis on va revenir au micro tout en l'entendant en arrière-plan. On écoute ça à l'émission Folie douce, Mario. OK. Pendant qu'on continue de l'écouter, donc on parle de la musique du film Il était une fois dans l'Ouest, un film incroyable. Tantôt, Mario, toi qui es spécialiste de Sergio Leone, on disait, moi personnellement, ça m'a marqué ce film-là. Je trouve qu'il y a une espèce de détresse, une espèce de... c'est comme la loi du plus fort, puis on a l'impression que les gens peuvent être laissés à eux-mêmes. Puis il y a quelque chose dans ce film-là qui a rapport, moi, je dirais, à la santé mentale, puis tu en avais déjà mentionné. Qu'est-ce que... La part de la musique, je pense, ça aide beaucoup aussi pour l'ambiance de ce film-là, hein? Ben, c'est évident que si on dit qu'il y a 72 minutes de musique dans le film pour 165 minutes de durée de la version commerciale européenne, alors qu'il y a 30 minutes de dialogue, c'est dire à quel point ça résume assez bien à quel point la musique joue un rôle central dans le film. Leone disait tout le temps, mon meilleur scénariste, c'est Morricone, puis je remplace les mauvais dialogues par la musique. Alors, c'est évident que, oui, la musique joue un rôle affectif dans le film qui est très intense, qui est très fort, parce que les thèmes sont très diversifiés. Il y a 4 thèmes principaux, il y a 4 thèmes par personnage, mais au fond, c'est que pour le thème de Jill, c'est le thème de la terre, le thème de l'homme à l'harmonica et de Frank, c'est le thème du feu, le thème de Cheyenne, c'est le thème de l'air, et le thème de Morton, c'est le thème de l'eau. Donc et qu'est-ce que au niveau de la musique du film, Morricone finalement a fait équipe avec Sergio Leone pendant pratiquement tous ces films de ce type-là. Depuis 64, oui. Et leur association, finalement, a fait... c'était une paire qui a fait un succès incroyable. Là. Les deux ensemble, c'était comme... ça allait ensemble, là, les deux. C'était un couple artistique comme Federico Fellini et Nino Rota. Ça différence près que c'est Nino Rota qui est parti avant Fellini, alors que Morricone s'est retrouvé sans son ami après 1989. Alors, c'est évident que oui, c'est un couple artistique, un des plus célèbres de l'histoire du cinéma mondial. Et tu aimes pas, Mario, toi, je pense, l'expression western spaghetti, qu'on a, je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, cette expression-là. Ça vient des États-Unis, ça vient d'un critique américain. En fait, j'ai pas la référence exacte, mais ça pourrait se retrouver. Mais c'est parce que moi, je considère que ça a un côté un petit peu réducteur. Premièrement, Premièrement, parler de ramener Leone au western, c'est déjà réducteur en partant. Parce que Leone faisait du cinéma. Tout simplement. Alors, de parler de western spaghetti, moi, je trouve ça raciste. Je trouve ça carrément, c'est stigmatisant. Quand Stanley Kubrick est allé tourner un film, un péplum à Rome, on parle pas d'un péplum burger. Hein? Pourquoi, dans le cas de Leone, on devrait parler de western spaghetti, alors que ce sont des capitaux américains, ce sont la United Artists et Paramount Pictures qui ont investi des sommes importantes dans Le Bon, la Brute et le Truand. Il était une fois dans l'Ouest. Il était une fois en Amérique, a été produit par Warner Brothers. Donc, tu sais, on peut plus parler de western spaghetti quand on pense que tous les acteurs principaux sont américains, quand on pense que les budgets sont américains. Bon, alors, ça n'a plus aucun sens. Peux-tu nous faire écouter une autre plage, Mario? Oui. On parle justement de musique du film. Il était une fois dans l'Ouest. Laquelle tu nous présentes maintenant? Celle que je propose aux auditeurs, elle s'appelle Ritorno al treno. C'est le retour au train lorsque Frank va retrouver Morton au train. Et puis ça, cette musique-là intervient à la fin de la deuxième partie du film. Et c'est très beau parce qu'on a l'impression de découvrir des couleurs automnales, sépulcrales un petit peu dans le film. Hein. On voit le train qui est penché et Morton il va essayer de
bon, il va ramper dans une flaque d'eau, puis il va mourir là. Et Frank, plutôt que de l'éliminer, de le tuer, il va le laisser souffrir. Parce que Léoné avait comme idée générale, comme les Romains dans l'Antiquité, qu'il y a pire que de tuer un homme, c'est-à-dire c'est de le laisser vivre jusqu'à la fin de son souffle, jusqu'à la fin de ses De souffrances. laisser souffrir. Alors, on écoute ça. On va revenir ensemble après, Mario. C'est tellement beau, cet extrait-là. Hein. C'est tout en douceur. C'est très inspirant. C'est un film, moi, qui, même quand j'écoute la musique d'Il était une fois dans l'Ouest aujourd'hui, ça me rappelle un paquet de souvenirs, puis il y a comme toutes sortes d'émotions. Il y a de l'émotion dans ça. Tu sais, quand on parlait de santé mentale, il y a de l'émotion, puis la musique fait que l'émotion est au maximum. Hein? Je pense que la musique peut jouer effectivement un rôle thérapeutique pour le cerveau humain. C'est attesté. On parle de la musicothérapie. Oui. Puis la musique de Morricone, c'est une musique qui est très colorée. Hein? Si on écoute la musique de Bernard Herrmann dans les films d'Alfred Hitchcock, le cas de Psycho, entre autres, Psychose en français, c'est une musique qui est en noir et blanc. Oui. Alors que les musiques de Ennio Morricone, à 95%, c'est pratiquement toujours de la musique en couleur. Oui. Alors c'est sûr que les émotions ressenties sont très, très forte parce que lui, Morricone disait que le travail qu'il avait fait pour Léoné n'avait pas été prémédité, mais simplement inspiré. Et c'est le cas en particulier de cette musique-là, d'Il était une fois dans l'Ouest, qui est demeurée l'une des musiques les plus célèbres parmi les musiques de film. Je pense que c'est à la musique de film ce qu'est la 9e symphonie de Beethoven à la musique classique. C'est certainement dans les top 3 de tous les temps là, de musique de film, ça c'est certain. Là. Ouais. Mario, tu as écrit des articles très intéressants dans la revue Séquence, une belle revue, édition, les numéros de novembre et octobre et novembre, si je me trompe pas. Septembre-octobre 2012, novembre-décembre. Novembre-décembre, donc l'automne 2012. C'est une belle revue, tu écris régulièrement sur la Séquence. Donc, tu as parlé de cette musique-là, justement, du film Il était une fois dans l'Ouest. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les articles? C'est une belle expérience, j'imagine, d'abord? Oui, premièrement, c'est que j'ai écrit ça il y a 20 ans. Hein. J'ai écrit ça vers les années 92. Et puis, moi, j'avais envoyé une lettre à la compagnie RCA à Rome. C'était BMG à ce moment-là. Ouais. Puis, j'avais envoyé la liste des musiciens. Ils m'avaient répondu un mois plus tard. J'étais très surpris. Mais oui, c'était pour moi un privilège de publier ces articles-là parce que c'était la première fois que je publiais vraiment un travail très personnel, très original, quelque chose de très, très, très authentique. Ouais. Donc, c'est sûr que je me suis donné beaucoup de liberté. Puis, c'était vraiment une grâce pour moi de rencontrer le public puis d'offrir aux lecteurs de Séquence. Moi, je veux faire de la revue Séquence la référence mondiale en musique de film. Je veux offrir vraiment quelque chose au niveau musicologique de très, très recherché, c'est-à-dire un travail, une réflexion, non pas seulement en termes de référence à la musique classique, mais aussi au niveau de l'intégration de la musique dans le film. C'est comment une musique, c'est quoi la fonction de la musique dans un film. Oui. Comme une œuvre de fiction comme Il était une fois dans l'Ouest, où ce n'est qu'à 100% de la musique originale. Il n'y a aucune musique de citation dans Il était une fois dans l'Ouest. Oui, c'est ça. C'est tout non, c'est vraiment remarquable. Merci beaucoup, Mario. J'aimerais ça qu'en terminant cet entretien, qu'on passe un autre extrait de ce film-là, en fait, une musique. Quel est-il? Quelle est cette chanson? C'est la plage de Morton. Dans la version américaine, Morricone avait écrit La fin de Morton, End of Morton. Et c'est intéressant parce que c'est le thème de l'eau, qui est un nocturne, mais qui est très intéressant. D'accord, on écoute ça. Merci beaucoup, Mario, de ta présence à l'émission. Puis bonne continuité. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.
matin tout va bien, y'a plus rien qui me fait rien. Une nuit bien remplie, ce matin je ressemble à mon lit. Un de ces jours, mon amour, tu feras demi-tour. Une nuit sans répit, ce matin je ressemble à mon lit. Répare-moi avec ton baiser sur ma bouche. Répare-moi, pique-moi comme une mouche. Répare-moi, fais fuir tous mes fantômes. Fais que du bon côté je tombe. M'endors dans un coin, ça ne fait rien, je suis bien. Une nuit dans l'oubli, ce matin je ressemble à mon lit. J'ai sommeil et je veille, abaillé au corneille. Une nuit dans ton lit, mais enfin. Répare-moi, pique-moi comme une mouche. Répare-moi, fais fuir tous mes fantômes. Fais que du bon côté je tombe. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604. 514-990-9604. C'est maintenant l'heure de l'Espresso allongé. Bonjour Pierre. Salut. Bonjour Ghislain. De nouveau, bonjour. Oui, aujourd'hui, un court bloc où tu nous parles, Pierre, de 8 signes que vous souffrez de dépression. En fait, comment reconnaître les 8 signes? Là. Oui, ça, c'est pris sur le site Internet Plaisir Santé. Oui. Alors, on nous dit, comment pouvez-vous dire si vous êtes déprimé? Ça semble être une question stupide, mais un nombre surprenant d'entre nous risque de ne pas reconnaître les signes de la dépression, même si un Canadien sur 10 aura un épisode dépressif sévère dans sa vie. Beaucoup d'entre nous ont peur de parler de la dépression, dit Dave Galson, qui est directeur exécutif associé de la Société pour les troubles de l'humeur du Canada. Cette stigmatisation ne fait qu'aggraver la dépression et est en fait dangereuse car elle freine de nombreuses personnes à aller chercher de l'aide. Alors, un premier signe de dépression, c'est le gain ou la perte de poids. La dépression peut entraîner un manque total d'intérêt pour la nourriture, de sorte que quelqu'un peut commencer à perdre du poids sans même s'en rendre compte. Mais l'inverse peut aussi se produire. Pour combler le vide affectif, certains d'entre nous se tournent vers la nourriture et prennent du poids. Deuxième signe, les problèmes de sommeil. Tout comme l'appétit, les changements physiques peuvent balancer entre les deux extrêmes. Vous pouvez vous trouver tout d'un coup fatigué et dormir toute la journée ou ne pas fermer l'œil du tout. Une forme particulièrement commune de privation de sommeil est de vous réveiller en plein milieu de la nuit, à toutes les nuits. Troisième signe, les malaises et les douleurs. Beaucoup de gens ne réalisent pas que la dépression vient avec des problèmes, avec des symptômes physiques, explique Dave Galson. Des malaises à l'estomac, des nœuds dans le tube digestif.
un système immunitaire affaibli qui fait qu'on attrape la grippe de façon constante, des courbatures, des douleurs dans tout le corps et des problèmes exacerbés de santé chronique comme l'arthrite qui peuvent apparaître avec un épisode dépressif. La colère et l'irritabilité. Si vous êtes continuellement déprimé, vous pouvez devenir extrêmement frustré, ce qui peut se manifester par de la colère, nous dit Kay. Si vous avez la mèche plus courte ou que les petits problèmes quotidiens ont soudainement le pouvoir de gâcher littéralement vos journées, c'est peut-être que vous êtes en dépression. Oui. Il y a l'alcoolisme aussi, qui est le 5e point. Environ 40% des personnes qui souffrent de dépression luttent avec un problème d'alcool. La consommation de drogues illicites et prescrites est aussi un moyen auquel certains ont recours pour faire leurs émotions. Point numéro 6, des problèmes de concentration. Être incapable de se concentrer, prendre 3 heures pour faire quelque chose qui en prend généralement 1 et avoir de la difficulté à formuler vos pensées de manière cohérente sont aussi des facteurs qui accompagnent la dépression. Ouais. Signe numéro 7, les problèmes liés au travail. La dépression peut gravement nuire à votre capacité à travailler. Un taux d'absentéisme élevé dû à une incapacité de vous réveiller ou à sortir du lit le matin en est un bon exemple. Et finalement, point numéro 8, le manque de libido. Une absence complète et totale d'intérêt pour le sexe peut être, mais pas toujours, une caractéristique de la dépression. Si vous êtes dans une relation, un manque total de volonté venant de votre amoureux peut vous faire sentir encore plus coupable, additionné à un dégoût de soi et de l'insécurité. Selon les spécialistes, la chose la plus importante à retenir est qu'il existe des traitements efficaces, des médicaments ou thérapies. Jusqu'à 80% des gens qui souffrent de dépression réagissent bien au traitement. C'est fort intéressant de donner, des fois c'est aussi simple que ça, c'est d'être à l'écoute de soi, puis quand il y a 8 points comme ça, d'être vraiment à l'écoute Puis des fois c'est préférable que la personne soit complètement à terre, parce que c'est moins dangereux. On le sait que la personne est atteinte de dépression que quelqu'un qui laisse transparaître de la bonne humeur, puis soudainement peut se suicider malheureusement. Merci beaucoup, Ghislain et Pierre. On poursuit l'émission en musique. Te contrôle, te manipule, comme un pantin somnambule. Empoisonné, tu déambules dans les rues de ta propre bulle. Elle t'est tombée dans les mains, soir de septembre, une journée sans fin. Malgré tout, tu ne regrettes rien. Elle joue les cartes de ton destin. Et là, tu voles au-dessus des nuages. Plus question d'être sage, non. Et là tu voles au-dessus des nuages. Plus question d'être sage, non. Tu es trop bien. Elle te pousse à tout risquer, à tout laisser de côté ce que t'as un jour rêvé d'avoir. Et plus elle coule dans ton sein, plus ta raison s'évapore. La lumière dans ta vie s'assombrit et tout devient noir. Et là tu voles au-dessus des nuages. Plus question d'être sage, non, non. Et là tu voles au-dessus des nuages. Plus question d'être sage, non. Tu es trop bien. Elle habite ton corps et toutes tes pensées se glissent dans ton sein de la tête aux pieds. De raisonner, c'est inutile. Tu te fous de tout, tu marches sur un fil. Je passe pour qui, mais moi je passe pour rien. Et de fois en fois, mon amour s'éteint. Tout comme ton cœur, il aura froid. Le jour où elle se sera emparée de toi. Le jour où elle se sera emparée de toi. Le jour où elle se sera emparée de toi. Parfait, cours loin là-bas. Ne te retourne pas jamais. S'il te plaît, parfait, cours loin là-bas. Fais ça pour toi, ne la laisse pas s'emparer de toi.
couteau sous gorge, y a rien de pire. Même si tu me disais de rester, je partirais. L'idée de te partager me déplaît. Vous syntonisez Folie douce, l'émission qui vise à détruire les tabous du vaste monde de la santé mentale. Quelques instants pour terminer cette émission de Folie douce en compagnie de Ghislain Malo. Ghislain, la nomenclature des chansons, votre choix musical. Au début d'émission, on a écouté Au loto de l'univers de Ivy. On a écouté In Your Body de Ariane Moffat. Dans la deuxième demi, était la première chanson qu'on a écoutée, Répare-moi de Danny Bédard. Et à l'instant, Là tu voles de Ariane Brunet. Merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Oui, merci. Merci de ta collaboration. Merci Pierre à la mise en onde également. Bienvenue. Merci pour les blocs Espresso et Espresso allongé. À l'Espresso, il était question d'Alzheimer en fin de percée majeure. Et à l'Espresso allongé, 8 signes qui pourraient vous indiquer que vous souffrez de dépression. C'est intéressant de savoir ça. C'est très concret, en fait. Alors, merci beaucoup de tes trouvailles. Je remercie notre invité, Patrick Allaire, qui nous a parlé des électrochocs en début d'émission. C'est un exemple vivant qui a vécu, qui vit encore, qui fait l'expérience des électrochocs. Alors, c'est quand même intéressant d'entendre son point de vue. On a eu en deuxième demi Mario Patry qui nous a parlé justement de la musique du film Il était une fois dans l'Ouest. Tout ça à l'émission Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Pop